Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro à l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, dessinateuristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Kerbalek. Émilie est autrice de nouvelles et de romans de science-fiction, et son deuxième roman, Quitter les monts d'automne, l'a brillamment installée dans le paysage de l'imaginaire en France. Alors aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir échanger avec elle pour en apprendre un peu plus sur son parcours, sur sa vision de la science-fiction, et puis voilà, qu'elle nous explique un peu comment elle a pu construire ces beaux romans plein de poésie. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour Mickaël, enchanté de faire ta connaissance et merci de m'inviter. Un vrai plaisir. Merci d'avoir pris un peu de ton temps d'écriture notamment pour échanger avec moi. Tu as un beau parcours dans l'écriture. Alors j'ai fait un peu de recherche, tu vois, en préparant cette émission. Tu as un beau parcours dans l'écriture, mais ce qui m'a frappé, c'est que tu expliques souvent que tu as fait beaucoup de détours pour en arriver là, que tu as pris pas ton temps, mais que tu as pris tu as exploré beaucoup de passions. On peut dire que j'ai pris mon temps. Oui, parce que j'ai 51 ans là depuis hier et j'ai pas commencé à écrire jeune en fait. Je suis revenue à l'écriture sur le tard. D'accord. Après avoir déjà fait beaucoup de bon détours. Anniversaire. Merci. Oui, j'ai lu que tu avais commencé, tu as fait des détours, tu disais par la photographie, la danse, les langues orientales. Alors en fait, l'écriture. Tout ça, c'était des passions Oui. Oui, des passions, et quand je suis passionnée d'un truc, c'est 100%, quoi. Donc je fais rien d'autre à côté. Mais l'écriture était là quand même depuis toujours, en fait. La lecture et l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture est venue en même temps que la lecture. À partir du moment où j'ai su lire des histoires, j'ai voulu en écrire. Voilà, et après, à 20 ans, quand tu dois réfléchir sur qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, des trucs un peu, les questions sérieuses qu'on se pose à cet âge-là. On m'a dit que écrivain c'était quand même pas un métier, donc j'ai réfléchi à d'autres trucs, mais des trucs pas si sérieux que ça, puisque je me suis orientée vers la photo. C'est pas forcément non plus une voie très posée, on va dire. Donc oui, j'ai été passionnée de photo. Et la danse aussi, la danse toujours. J'aime toujours la danse, hein, ça c'est toujours là, mais je la pratique moi par contre. Ouais. D'accord. Bon, écoute, et je précisais, oui, tu as fait de l'histoire de l'art aussi, je crois. Oui. Et tout ça, c'est des études aussi que tu as fait ou? Oui. J'ai fait un bac. À l'époque, ça s'appelait bac C. Ça a changé d'appellation. J'ai le même. On fait des maths et de la science physique, quoi. Et mais après, j'étais quand même meilleure en lettres. Alors, je me suis orientée vers des études. J'ai fait 1 an de prépa littéraire. Et après quoi, je me suis sentie un petit peu aliénée dans cette dans cette voie qui est un peu où il faut beaucoup travailler et ne penser qu'à ça pendant au moins 2 ans de sa vie pour préparer les concours. Mmh. Donc c'était un peu la pression, ça m'allait pas. Et donc je me suis orientée après vers l'histoire de l'art. À l'époque, j'aimais beaucoup flâner dans les musées, visiter les galeries, regarder peinture, œuvres d'art, tout ça. Et en même temps, puisque j'avais en dehors de la prépa, du rythme de la prépa, j'avais énormément de temps. Je me suis inscrite aussi au Langso et j'ai continué la photo aussi parallèlement. J'ai fait tout ça en même temps. Bon, écoute, c'est un beau parcours. Je pense que on va en reparler, mais on doit aussi retrouver dans tes textes la richesse de la diversité de ton parcours, de tes passions. C'est et la poésie aussi qui ressort de tout ça en fait. C'est-à-dire que je regrette de ne pas être spécialiste dans un domaine en particulier. J'aimerais beaucoup avoir des connaissances hyper pointues dans tel ou tel domaine. Bon. Mais en même temps, effectivement, toutes ces choses-là m'ont nourri et nourrissent toujours mon inspiration. Mmh. Et on les retrouve dans mes histoires sous une forme ou une autre. Mmh. Okay. Par exemple, l'héroïne de Kaori, l'héroïne de Quitter les monts d'automne, c'est une danseuse. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer ce que pouvait ressentir une danseuse, tout ça. C'est quelque chose qui m'inspire. D'accord. Tu dis que tu es revenue à l'écriture parce que tu as écrit, comme tu étais lectrice, tu écrivais aussi des histoires en même temps.
À quel moment tu es vraiment revenu à l'écriture et tu t'es dit bon là j'ai envie de reprendre, d'en faire quelque chose, de passer du temps dessus. Comment ça s'est fait ce déclic là? C'est vraiment le hasard en fait. J'habitais à Brest à l'époque, donc et j'attendais mon deuxième enfant et donc j'avais vraiment je lisais presque plus à l'époque d'ailleurs en fait. Je m'intéressais à d'autres trucs et puis j'étais un petit peu dégoûtée de la littérature en fait. Je lisais plus. Et néanmoins, quand même, il y a une personne dans mon entourage qui m'a proposé de participer à un cercle de poétesses. Pas de poétesses disparues, mais c'était un petit peu le principe. Elle proposait qu'on se retrouve une fois par mois entre femmes pour parler des livres ou de la poésie qu'on avait découvert, qu'on avait lu, qu'on avait aimé. Et éventuellement lire les textes, des petits bouts de textes qu'on avait soi-même écrits. Parce qu'elle-même écrivait. D'ailleurs, elle écrit toujours, c'est une poétesse. Et c'est comme ça, vraiment par hasard, que je me suis remise à la lecture et je me suis remise à l'écriture un petit peu comme ça, sans avoir trop de vision, juste pour le plaisir, quoi, pour le fun. Voilà. Et petit à petit, ça a grandi, et c'est devenu de plus en plus prenant. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que on ressent dans ce texte immédiatement, même quand on ouvre Quitter les bourgs d'automne, on ressent la poésie tout de suite d'entrée de jeu, et c'est amusant que tu sois remis à l'écriture en passant par un travail avec une poétesse et par la poésie, en fait. Ça se ressent. Je lis toujours un peu de poésie. J'aime bien la poésie. Je trouve que c'est une manière d'utiliser la langue qui ouvre en fait sur d'autres façons de percevoir le monde. Et c'est autre chose que la narration simple en fait. Ça ouvre les sens, ça ouvre la perception en fait. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça beau aussi, tout simplement. Oui, c'est une belle détente. Ouais, et puis une émotion qui peut t'envahir, quoi. Donc là, par exemple, je suis en train de lire une présentation de poètes de la Chine classique. Et donc ce sont des extraits choisis. Ce ne sont pas des anthologies de poésie, ça c'est assez massif. Non, c'est juste des extraits choisis comme ça, des pérégrinations qui font découvrir différents poètes de l'époque des Tang par exemple. Et moi j'aime bien quoi, ça me détend. Je lis ça avant de dormir. Après je rêve de poésie. Ah bah je dirais que c'est un bon c'est un bon moyen de se détendre en ce moment. Voilà, il faut pas finir sa journée avec de l'actualité ou des choses comme ça. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ces poètes justement apparemment ils écrivaient à une période de l'histoire de la Chine qui était très troublée. C'était la guerre tout le temps, et ils étaient eux-mêmes, par exemple Li Bai, qui est un poète classique chinois très très célèbre, il était lui-même guerrier, je crois, si je me trompe pas. Hein. Et donc il guerroyait, il buvait beaucoup aussi, et il écrivait de la poésie. Voilà, c'était l'époque, une époque assez sombre en fait. Donc ça permet aussi de relativiser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, de se dire que bon, l'histoire est un long fleuve intranquille. Oui, exactement. Tu as écrit, alors t'es passé par la poésie, et je crois qu'après c'est l'étape comme beaucoup des nouvelles. Donc tu t'es lancé dans l'écriture de nouvelles. Oui. Ça, c'était toujours avec ses camarades du cercle de poétesses disparues, cercle qui a disparu aujourd'hui, mais auquel je dois beaucoup. Et les poétesses sont restées. Tu en es une héritière. Oui, tout à fait. Et donc j'ai commencé à écrire non pas de la poésie moi-même, mais des petites histoires fantastiques, parce que j'ai toujours aimé aussi le fantastique, notamment les auteurs de fantastique japonais. Et donc j'ai commencé à écrire des petites histoires, et c'est là que je me suis prise au jeu de la fiction narrative, on va appeler ça comme ça avec des mots un peu pédants, mais de tourner des histoires, etc. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire passer des émotions très différentes selon la manière dont on tournait une histoire, et je trouvais ça fascinant. Enfin, je découvrais ça, ce pouvoir, on va dire entre guillemets, de
façonner, façonner des images et façonner des émotions. Je trouvais ça chouette. C'était encore très maladroit. Donc c'est comme ça que je m'y suis remise. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait un atelier qui est d'écriture qui portait sur le fantastique, et j'ai découvert la variété qu'on peut retrouver dans le fantastique, avec des thèmes qui sont très profonds, alors qu'ils vont inclure, parfois ça veut inclure des vampires, des fantômes, tout un tas de choses, mais les bonnes histoires, elles sont vraiment, elles jouent vraiment sur à la fois le malaise, elles jouent sur vraiment l'humain, les peurs, parfois un peu viscérales, et ça permet de communiquer vraiment beaucoup de choses de manière forte, en fait. Ouais, je suis d'accord. J'adore les histoires de fantômes. Notamment les histoires de fantômes asiatiques. Je crois que tu vas pouvoir me donner des références, parce que je connais pas du tout le fantastique japonais ou autre, donc je suis assez preneur de choses comme ça. C'était la figure de la Yurei, c'est la femme fantôme, un peu spectrale, tu sais, qui est là avec ses cheveux longs dans le visage, qui apparaît dans les cimetières ou les choses comme ça, que je trouvais fascinante. Mais moi, les auteurs qui m'ont inspirée, j'en ai déjà parlé. Je l'avais lu quand j'étais ado au Japon, et elle s'appelle Yoshimoto Banana. J'étais tombée sur un recueil d'elle. C'est un japonais qui est assez facile à lire, en fait. Du coup, j'avais pu le lire dans la langue. Et elle racontait des histoires. C'était des histoires de jeunes personnes, en fait, des personnes proches de mon âge, en fait, à qui voyaient apparaître des fantômes, mais c'était léger. Le fantastique était très léger, sur une trame assez contemporaine. Et ça m'avait beaucoup plu à l'époque quand je l'avais lu. Et donc j'ai essayé de refaire des choses un peu pareilles, puisqu'on commence toujours par essayer d'imiter les auteurs qu'on admire. Bon, je sais pas, voilà, j'ai remis les pieds comme ça dans l'écriture. Ok, c'est très, comment dire, très inhabituel déjà d'avoir aussi cette culture japonaise. J'ai oublié de préciser, j'ai pas oublié, j'ai pas voulu entamer sur cette particularité de ton parcours, puisque je me doutais qu'on allait y venir. Tu es né au Japon, et tu as appris le japonais toute petite, en fait. Donc je crois que c'est ta langue maternelle même. Oui, c'est la langue. En fait, je suis née au Japon, ma mère est japonaise. C'est ma langue maternelle, et je parlais pas le français quand j'étais petite. Et ensuite, on est arrivé en France quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc, j'ai redoublé une classe et je suis allée en CP à l'école française. J'ai découvert l'école française, et là, je me suis adaptée au français. Voilà. Et oui, mais à 6 ans, tu lisais pas de fantastique. À l'époque, c'était des textes simples, l'apprentissage de la lecture. Oui, et justement, j'ai une anecdote hyper touchante, parce que donc là, ça se voit pas tellement, mais j'étais vraiment typée. J'avais vraiment l'air d'une petite Eurasienne, voire d'une Asiatique quand j'étais enfant. Et donc, j'apprenais à lire, j'avais une histoire comme ça. J'étais dans le train avec mon père ou ma mère, ou les deux, je sais pas. Et j'avais ce livre, et j'essayais de lire à voix haute. Il fallait apprendre à lire. Et j'annonnais comme ça. Donc, je lisais. Et il y a une dame ou un monsieur assez âgé qui était assis en face, et qui m'a dit: si tu arrives à lire cette histoire dans ta tête, je t'offre ce livre. Il m'a montré un livre avec, c'était un petit livre pour enfants. Alors là, super motivée, j'ai fait un gros effort pour lire dans ma tête. C'est comme ça que j'ai réussi à lire en silence. Et donc, il ou elle, je me souviens plus, m'a offert ce livre. Et c'était une histoire d'animaux à la ferme, un truc de ce goût-là. Et alors, cette histoire m'a vachement inspirée, parce que du coup, j'ai envie d'écrire une histoire similaire. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu envie d'écrire une histoire. Quand je te disais que l'envie d'écrire est venue avec la lecture. Et donc, j'ai écrit une histoire d'une vache qui s'enfuit de son enclos et qui partait à l'aventure dans le vaste monde. Oui, c'est très initiatique, la quête. Ouais, voilà. Et tu vois, comme quoi, et maintenant, j'écris souvent des histoires qui prennent la forme de quêtes, avec des personnages qui partent dans le vaste monde. Mais c'est un thème, c'est un thème récurrent de la fantasy. Voilà, c'est un
un élément, un trope, comme on dit, ou un élément clé du genre. Ouais, mais tu vois, je me demande si ça correspond pas aussi à une sorte de besoin presque archétypal en fait de la sensibilité ou de l'âme entre guillemets humaine, tu vois, ce besoin de la quête en fait, de partir. Et du coup, il y a beaucoup d'histoires qui prennent cette forme-là. Et c'est certainement qu'il y a une signification profonde en fait par rapport à notre humanité peut-être. Je dis des bêtises là. Non, je suis assez d'accord parce qu'en fait même les histoires, les formats d'histoire et notamment ceux qui reviennent et ce qu'on retrouve, ce qui va avoir été étudié dans le parcours du héros, etc. Les schémas qui sont extraits sont humains et reviennent tout le temps, et c'est ceux qui nous parlent le plus et c'est ceux qui nous font le plus vibrer. Et donc il y a vraiment l'appel, le parcours du héros, il y a l'appel de l'aventure auquel on n'a pas envie de céder, et voilà, et auquel on cède finalement pour diverses raisons. Mais il y a une envie il y a cette envie d'exploration, quoi. Il y a l'envie d'exploration, et puis il y a ce besoin de partir à la recherche de soi, de se découvrir soi-même, et ce besoin d'accomplissement aussi, qui est très humain. Toute la vie, en quelque sorte, c'est une quête. Je dis ça du haut de mon âge honorable et vénérable. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu reviens à l'écriture aussi après ta quête personnelle, parce que tu te dis que voilà, j'ai eu un parcours un peu, j'ai pris mon temps, et tu vois, voilà, c'est ta quête à toi, tu as retrouvé, tu t'es découverte à travers ça. Alors ça s'est pas installé tout seul comme ça, et j'avais pas confiance en moi aussi. La confiance en soi, c'est hyper important, je pense, pour écrire et persévérer en fait, parce que c'est pas un art facile. Oui, je suis d'accord. Et oui. Tu as écrit des nouvelles, et je crois que tu t'as fait pas mal tu t'es publié dans pas mal de revues, donc t'es passé par un processus d'appel à texte, tu as envoyé des nouvelles. Et ça t'a... Déjà, est-ce que t'en as fait beaucoup avant d'avoir une publication, et est-ce que comment tu vis l'appel à texte? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé? C'était un moyen de dire, ok, bon, là, je vais finir un texte et pouvoir le partager. Comment t'as conceptualisé ça, enfin, ou vécu ça dans ce process? Donc, j'ai découvert ça, j'avais donc écrit quelques petites nouvelles fantastiques. Et j'étais persuadée qu'elles étaient abouties et prêtes à être publiées. Donc j'ai cherché sur internet publication, édition. Et là je suis tombée sur un forum d'écriture. Donc j'ai découvert les forums d'écriture à ce moment-là. Donc vraiment sur le tard et tout à fait par hasard, encore une fois. Et c'était un forum qui était consacré à la fantasy essentiellement. Et après un an à lire un petit peu les messages des gens sur ce forum et tout, j'ai découvert qu'il y avait une section consacrée qui recensait les appels à texte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, un appel à texte? Tac, 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 je vais voir. Ah, bah ça alors, des concours d'écriture. Ah ben, je vais essayer. Moi aussi, je vais essayer. Donc, j'ai pris un des textes que je pensais être totalement abouti, et je l'ai envoyé un peu au hasard, et il a été pris tout de suite. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je pense que si j'avais essuyé des refus, ça peut arriver, je me serais peut-être découragée. Mais là, en l'occurrence, j'ai reçu un mail positif d'acceptation assez rapidement. Et du coup, ça m'a boosté. C'est génial, l'émotion, quand pour la première fois, on te dit, ce que t'as écrit, on le trouve que, voilà, ça peut être publié. C'est vraiment une chouette émotion. Et ça donne de l'énergie pour poursuivre. Donc, suite à quoi, j'ai continué à envoyer un petit peu comme ça. J'ai essuyé quelques refus, mais pas tant que ça, en fait, parce que je suis pas, comme je te dis, j'ai pas très confiance en moi, et je pense que si j'avais essuyé des dizaines et des dizaines de refus comme Stephen King, je me serais découragée, tu vois. Mais j'ai eu de la chance.
Oui, on se dit, quand on a des refus, on se dit, bon, là, je passe beaucoup de temps, est-ce que, voilà, enfin, un espèce de ratio entre l'énergie qu'on y met, le bénéfice, et puis voilà, on a l'impression que c'est aussi un jugement sur son texte ou sur son niveau, alors que ça peut être juste, que ça correspond pas à l'appel à texte, au cadre, il peut y avoir au projet. des tas de raisons, mais au bout du compte, quand même, il faut quand même... maintenant, je peux relativiser, mais je pense quand même que c'est très subjectif, en fait. À partir du moment où un texte est bien structuré, bien ficelé, voilà, qu'il remplit les critères de base, on va dire, d'une histoire correctement écrite, après, c'est quand même vachement subjectif, hein, la manière dont les gens vont le recevoir. Alors, il faut relativiser. Oui. Mais il faut s'en servir pour apprendre, en fait, pour booster notre envie d'apprendre, de se perfectionner, de comprendre comment fonctionne une histoire, comment fonctionne une chute. C'est quand même un super exercice d'apprentissage. Oui, moi je perçois dans ce que tu disais que voilà, on a l'impression qu'on est prêt, qu'on a un texte qui est prêt, et en fait on peut repasser dessus encore un certain nombre de fois en réalité. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si ça t'est arrivé de relire un texte 5 ans après. Pas encore. Eh ben, ça fait un drôle d'effet, je t'assure. Tu dis, d'accord, ok, il y avait encore du boulot. Oui, mais même je me suis aperçu là, j'ai répondu à des appels à texte, et effectivement, on a l'impression qu'on a fini. Je l'ai envoyé à des bêta-lecteurs parce que je me suis dit, ça a l'air d'être important et intéressant, donc je vais faire ce processus-là. Et là, on a les retours. Et puis les retours, alors là, on est face au retour et on se dit, ah oui, alors qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent. Et là, on a du mal forcément à trier qu'est-ce qui est propre à l'histoire que je veux écrire et qu'est-ce qui est vraiment des défauts. Alors, il y a des défauts, il faut les corriger, mais il y a des choses où, dans ce texte-là, je peux rien faire de ce commentaire parce que ça rentre pas dans la taille, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, on peut pas adapter pour rendre le texte, pour faire plaisir à ce lecteur-là, en tout cas, ou répondre à l'image qu'il avait de ce texte. Donc c'est pas facile d'être confronté à des retours et d'en faire quelque chose, en fait. Mais voilà, c'est là où on s'aperçoit aussi qu'il y a, avant qu'un texte soit terminé, il faut quand même qu'il y ait de la patine et qu'on soit repassé un certain nombre de fois dessus pour qu'on puisse dire, ok, j'ai fait le maximum, c'est terminé, quoi. C'est difficile de faire la part des choses sur les retours. Une manière que j'avais de faire, c'était de croiser un petit peu les retours. Si j'avais 2-3 avis, par exemple, sur un texte, j'essayais de voir quand même si les avis se rejoignaient sur certains points. S'ils se rejoignaient, je me disais, bon, il y a quand même quelque chose, même si j'étais pas d'accord. Mais c'est vrai que tu dois sentir, en fait, si le texte il t'appartient et ce que tu veux dire, ça vient de toi. Donc, les autres personnes peuvent projeter des choses sur ce que tu écris, ça peut ne pas te correspondre, donc il faut faire attention à ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent des retours, ce qui est intéressant dans ces retours de lecteurs, c'est qu'on se dit, ah mais oui, il a raison. Et là c'est un coup dur parce que il y a soit des défauts ou soit des problèmes de construction, etc. qu'on voyait pas, et parce qu'on était dedans et on dit mais oui, mais c'est évident en fait. Oui. Ou des trucs de cohérence, tu sais. Oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans l'échange, et effectivement tu disais, je suis là, ce qui m'intéresse c'est d'apprendre, et c'est effectivement la démarche, je dirais, saine pour réussir à progresser. J'ai des amis auteurs avec qui on échange pas mal, qui t'ont croisé dans des ateliers, même récemment. Donc quand tu dis j'ai envie d'apprendre, c'est pas, tu es encore encore en formation et avec l'envie de progresser. Toujours. Donc j'ai lu des bouquins aussi sur l'écriture, ça aide à réfléchir un petit peu, et après il faut les digérer, les mettre de côté, revenir éventuellement dessus de loin en loin, et ça peut aider aussi. Les ateliers d'écriture, c'est très chouette. On a toujours des choses à apprendre auprès des formateurs, des personnes qui animent ces ateliers, mais aussi auprès des autres, en fait. L'expérience des camarades d'écriture, moi je trouve ça hyper précieux, en fait.
Oui, puis c'est entendre voilà sur une même consigne, une même contrainte, entendre le texte des autres et voir qu'est-ce que ces personnes ont pu en tirer, voir les styles très différents. Il y a des gens qui vont avoir un style très voilà, très ciselé, un rythme, des mots très bien choisis, une palette de vocabulaire gigantesque, d'autres qui vont axer sur l'action. Donc c'est marrant de voir la manière de s'approprier le même sujet de manière très différente. J'ai un peu regardé tes nouvelles. Alors, tu as été publié dans plein de revues, de magazines, d'anthologies. Bon, j'ai noté que tu avais été publié par Interval au tout début, et c'est un magazine que j'ai découvert avec Catherine Loiseau, en fait, que j'ai interviewé également. J'ai vu que tu étais passé par Malpertuis, Galaxy. Il y a une revue ou je crois que c'était plus une anthologie qui a attiré mon attention parce que c'est complètement différent des autres textes. Mars Hotel California pour Dimension Rock. Ça avait l'air. Donc ça c'était sur le thème d'une chanson en fait, science-fiction plus Hotel California, c'est ça le principe. Oui. Alors, en fait, les nouvelles c'est pas représentatif d'un style en particulier qui me serait propre. C'est vraiment un champ d'expérimentation pour moi, donc je peux écrire selon mon humeur, selon mon inspiration et dans des styles très différents. Donc c'est vrai que les lecteurs ou les lectrices qui s'attendent à quelque chose peuvent être déçus. J'ai déjà lu des commentaires sur des textes comme ça de lectrices ou de lecteurs un peu déçus de pas retrouver ce qu'ils avaient aimé par exemple dans mon roman Quitter les monts d'automne. Et donc Mars Hotel California, c'était c'est alors peut-être que c'est la couverture qui est un peu oui, la couverture est flashy elle est fraîchie, elle est tonique on va dire. C'était un recueil dirigé par Gwen Geddes sur le thème rock et science-fiction, ou rock et fantastique, enfin voilà. Et j'avais écrit une histoire avec un couple d'enquêteurs, une femme enquêtrice de l'agence spatiale, je me souviens même plus des noms, l'agence spatiale d'investigation, je crois, et son assistant qui est un robot droïde hyper sexy, attentionné et tout. Et donc il avait enquêté sur Mars sur la disparition du fils d'un magnat du business local. Voilà. Et il y est question de l'hôtel. Cette chanson je crois que c'est les Eagles, Hotel California. Ouais, tu connais? Ouais. Cette chanson, en fait, quand j'étais plus jeune et que je touchais à tout, j'ai fait aussi bassiste dans un groupe de rock. J'étais vraiment très mauvaise musicienne, je le suis toujours d'ailleurs, et j'étais très mauvaise bassiste. Mais enfin bon, bref, ils avaient pas de bassiste, donc ils m'ont mis une basse dans les mains et puis voilà. Et du coup, c'était un pur massacre. Ouais, j'ai massacré des choses aussi, comme ça. Et donc tu as massacré Hotel California. Et on a massacré Hotel California. Cela dit, la ligne de basse, elle est pas très complexe pour Hotel California. Et bon. Et donc voilà, c'était un petit peu... Je m'inspirais un peu de cette chanson. Ouais, donc les nouvelles, c'est un espace ludique d'expérimentation et voilà, une manière de travailler le style, d'apprendre la construction un petit peu. C'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Et du coup, alors, ce qui m'a frappé, on va parler de tes romans maintenant parce que c'est quand même le cœur, le gros morceau. T'as commencé par un premier roman, Les Oubliés du Shtar. J'espère que je le prononce bien. Donc, qui a été publié en 2018. Donc là, t'avais déjà un petit paquet de nouvelles derrière toi, et j'ai vu que tu avais dit sur ce roman que c'était un roman d'apprentissage, que tu avais dû un peu le réécrire plusieurs fois, au moins 10 fois. Voilà, le retravailler. Donc c'est un peu la limite de la nouvelle, c'est que ça t'aide sur le style, la construction de petites histoires, mais pour une histoire au long cours, voilà, c'est quand même plus délicat. Et alors, je me suis lancée dedans sans savoir vraiment ce que j'allais raconter, sans faire de plan, sans avoir la fin. J'avais juste des images, des paysages en tête, et j'avais aussi une sorte de désir très fort en fait concernant les scènes du début.
Et donc, j'ai commencé à écrire ça. Je me suis lancée dedans et j'ai construit des personnages au fur et à mesure. J'ai construit l'histoire au fur et à mesure. Mais forcément, c'était bancal. Donc, voilà, j'ai eu des retours dessus. Je l'ai réécrit une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai lu des bouquins sur comment raconter des histoires, des trucs comme ça, pour comprendre en fait comment devait fonctionner une histoire comme ça. Et donc, j'ai essayé d'intégrer ces principes. Pour remanier le scénario, etc. Et donc tout ça, ça a dû durer, je pense 5 ans. J'ai dû y passer 5 ans entre les différentes réécritures. Au bout du compte, j'en avais ras-le-bol. Ouais, j'imagine. J'en avais marre. Et je suis arrivée à la fin de ce qui pourrait être considéré comme une première partie et je me suis dit, bon, je vais voir quand même si je peux trouver un éditeur avec ça. Alors ça a été encore une autre paire de manches. Et quand je reviens dessus, ce roman-là, de temps en temps, je le, à certaines occasions, enfin, j'ai eu l'occasion de le feuilleter, et c'est difficile. Ah oui. J'ai du mal parce que ma manière d'écrire a beaucoup évolué depuis. Et voilà, je me dis non, je le referme vite et je me dis allez, tu le mets de côté. Un jour peut-être tu le réécriras une dernière fois. C'est une étape pour toi et voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec aussi, encore une fois, de trouver une éditrice qui a été vraiment sympa, avec qui ça s'est bien passé. C'était de la micro-édition, donc avec toutes les contraintes qui vont avec. C'était une chouette expérience aussi. T'es publié chez Nats, c'est ça? Oui, c'est Nats Édition. C'est une jeune femme seule, qui tient sa petite maison d'édition, en plus de sa vie de famille, de ses études, de son travail, tout ça. Donc ça, voilà, je pense qu'elle est bien occupée. Et elle publie. Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. Elle publie beaucoup de jeunesse parce que je pense qu'elle aime bien les livres jeunesse. Elle a des enfants jeunes et en fait, elle publie ce qu'elle aime, au coup de cœur. Donc, elle a eu un coup de cœur pour le roman et du coup, voilà. Mais quand même, tu as du mal à le relire et à le revoir. Ouais. C'est quand même fondateur parce que t'es dans le Space Planet Opera. Tu as quand même, il y a quand même des thèmes, en tout cas, qu'on retrouve dans ton deuxième roman et qui t'ont peut-être aidé ou comment dire, composer les bases en fait pour préparer le terrain pour quitter les monts d'automne après. Ça a été une bonne expérience, en tout cas sur le plan technique, on va dire. Ça a fait mûrir un petit peu le métier, on va dire. En revanche, ce sont des univers complètement distincts, en fait. Je crois pas qu'on retrouve de thématiques des oubliés du Shtar dans Quitter les monts d'automne. C'est vraiment, les sources d'inspiration sont radicalement différentes. Juste, il y a le point commun, effectivement, c'est qu'il est question d'une planète lointaine. Mais à part ça, c'est très très différent. Okay. Ouais. Et ensuite, comment... Parce que là, tu l'as publié en 2018, et après, en mai 2018, ouais. T'avais déjà commencé le Quitter les monts d'automne quand il est sorti, ou t'étais déjà... Attends, je me souviens plus. 2018. Eh ben oui, ouais, j'avais commencé. Ouais. Donc ça t'a boosté, déjà ça t'a donné l'envie d'enchaîner sur un autre projet, le fait d'être édité, d'avoir un livre. C'est-à-dire que la recherche d'un premier éditeur a été très longue. Oui. Donc t'as eu le temps de travailler sur d'autres choses entre-temps. Donc oui, j'ai eu le temps de rêver d'autres histoires entre-temps et de commencer d'autres projets. Et donc là, tu es parti sur une œuvre qui est un peu, comme tu le disais, différente. Alors je dirais que le point marquant, c'est que ça mélange. Tu pars un peu dans un monde qui est un peu sans technologie, fantasy au début, et puis tu évolues vers la science-fiction. Donc c'est une espèce de tu es un peu entre deux genres en fait. Tu passes d'un genre à l'autre au fur et à mesure du roman. Comment t'es venue cette idée-là en fait, cette évolution? Ce fil. Je sais pas s'il y a une réponse. Hein. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire sur des choses qui m'inspiraient, et donc les choses qui m'inspirent ne sont pas forcément très
homogène. Ouais, homogène. Donc, je me suis dit bon, est-ce que je pourrais lier ça? Mais j'ai même pas trop réfléchi à ça. S'est fait même de manière assez organique et naturelle en fait. J'avais des visions de la planète Tassai avec cet environnement japonisant, traditionnaliste, et en même temps j'avais des idées à côté qui s'aggloméraient, qui étaient beaucoup plus axées sur quelque chose de plus spatial et plus technologique. Donc les deux se sont goupillés assez naturellement. Il y a la première partie de l'histoire qui se déroule sur cette planète où la technologie est encore sous cloche, on va dire. Et la seconde partie, l'héroïne, elle quitte sa planète et on part dans quelque chose d'un peu plus space. Ouais, space opéra, voilà un peu. Ouais. Ok, et là tu as comment ça s'est passé la recherche d'éditeur? T'as attendu d'avoir tout terminé pour l'envoyer à des éditeurs? Comment tu as... Oui, j'ai terminé le roman et après je l'ai fait lire Attends, il y a 2 personnes au moins qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours. Je l'ai retravaillé un petit peu. Ah oui, et je visais, tu sais, la Talente en janvier. Chaque année depuis 2 ans ou 3 ans, en janvier ils ouvrent leur soumission. Et je m'étais dit il faut que je sois prête pour l'envoyer à la Talente. Donc j'ai envoyé une première mouture de ce manuscrit à la Talente. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais l'envoyer à d'autres éditeurs. Donc j'ai envoyé... en fait, les éditeurs qui publient du Planète Opéra, ils se comptent sur les doigts d'une main en France. Hein. Oui. Et donc il y avait la collection Imaginaire chez Albin Michel, donc dirigée par Gilles Dumay. Ça venait de démarrer et tout. Je me suis dit j'ai rien à perdre. Les soumissions étaient ouvertes, donc j'ai envoyé par, tu sais, il y a une page de soumission sur leur site. Donc, je suis passée par là et j'ai envoyé. Et j'ai eu un retour assez rapidement de Gilles Dumay, mais sinon j'ai eu un retour avant quand même d'une éditrice d'une autre maison d'édition qui me disait que elle aimait beaucoup, mais que elle pensait que ses lecteurs ne s'y retrouveraient pas en fait, qu'elle savait pas trop dans quel genre en fait elle pouvait classer ce roman et que ses lecteurs seraient perdus. Et donc elle préférait décliner, même si elle avait énormément aimé l'ambiance, le style, tout ça. Donc voilà. Oui, ça fait partie l'éditeur connaît son lectorat et donc c'est ce qu'il peut défendre. Oui, etc. voilà, il faut donc que ça rentre dans le cadre de ses collections, exactement. Ça fait partie du jeu de l'édition. C'est ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que tu traites d'un thème que j'ai retrouvé chez beaucoup d'auteurs ou d'autrices récemment. J'ai interviewé il y a Katie Stewart qui parle aussi de la mémoire en fait. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous connaissez, vous avez eu l'occasion d'échanger sur le sujet, mais c'est intéressant qu'elle a une approche totalement différente, mais il y a quand même un thème commun, un fil, en tout cas un questionnement commun sur la mémoire, l'héritage, etc. Alors oui, ça c'est un thème qui donc elle c'est l'Évangile selon Myriam. Elle a parlé c'est l'Évangile selon Myriam. Oui, et l'intertextualité aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, la mémoire, oui, c'est un thème que tu retrouves souvent dans mes histoires. Et il est présent dans Les Oubliés du Shtar, en fait. Et je le traite différemment dans Quitter les monts d'automne. Et dans mon prochain roman, il est présent aussi, mais je le traite encore différemment. Non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir un thème. En tout cas, c'est quelque chose qui est en toi et que du coup que t'as envie qui ressort naturellement dans tes textes, en fait. Je sais pas si t'as entendu à côté. Oui, mais c'est pas de souci. C'est mon fils qui est en train de jouer. Pas de souci. Et donc, la mémoire, oui. Oui. Oui, non, c'est un thème qui est en toi et voilà que tu sais développer, que tu développes naturellement et qui sert un peu de fil conducteur dans la manière dans tes textes en fait. La mémoire et l'identité, oui, c'est en fait je sais pourquoi ce thème m'habite. C'est parce que j'ai quitté en fait le pays où je suis née, mon pays natal, je l'ai quitté enfant et il y a toujours c'est comme un exil en fait, un exil de son enfance, un exil de ce pays un petit peu qui est cher à mon cœur et donc le fait d'être arraché un petit peu d'avoir vécu ça, l'exil,
fait que j'éprouve tout le temps le besoin de revenir sur mes traces d'une manière ou d'une autre. Et donc mes personnages sont souvent hantés, non pas par l'exil ou des choses comme ça, mais voilà, par ce besoin de revenir sur leurs traces aussi et de savoir qui ils sont. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc dans Les Oubliés du Shtar, il y a une gemme en fait avec une notion de mémoire transgénérationnelle qui se transmet en fait de porteur en porteur. C'est la mémoire de leur peuple. Et dans Quitter les monts d'automne, je voulais goupiller ça avec. Donc il y avait aussi cette idée de mémoire qui se transmet de génération en génération, mais je voulais goupiller ça avec une notion de transmission matrilinéaire. Et il fallait que le cadre de l'univers faisait que cette mémoire devait, ces informations qui étaient transmises ne devaient pas tomber entre les mains de n'importe qui, et notamment du flux qui contrôle tout dans cet univers. Et donc je voulais articuler ça avec des notions de cryptographie que tu connais peut-être puisque j'ai vu que tu étais dans l'informatique. En informatique. Oui. Du coup, je me suis fait aider par un spécialiste en fait, avec qui j'ai beaucoup discuté et il m'a vraiment aidé à construire l'ADN, on va dire justement de l'intrigue. Donc la transmission matrilinéaire, en fait, elle est basée sur des notions on va dire, de manière assez large de génétique, puisque la mitochondrie, en fait, elle contient un petit bout d'ADN que l'on hérite de sa mère, en fait. C'est l'ADN mitochondrial, et uniquement de sa mère, sauf cas particulier, et chez l'être humain en tout cas. Et donc je me disais on va utiliser cette idée d'ADN mitochondrial maternel qui se transmet de mère en fille, et on va y injecter des informations, mais sous une forme cryptée. Et donc en discutant, j'ai articulé ça avec le principe, donc un principe qui s'appelle le one-time padding. Tu connais peut-être. Et je l'ai décliné d'une manière un peu poétique, évidemment, parce que j'allais pas rentrer dans des trucs trop pointus, mais vraiment je me suis basée sur ces deux notions-là, ADN mitochondrial et cryptage, avec cette idée de one-time padding, de comment on pouvait cacher cette information en fait à des personnes extérieures. Mais c'est amusant parce que tu as l'air de beaucoup travailler avec des experts quand tu prépares. Tu échanges avec des spécialistes pour avoir des fondements. J'ai vu que pour ton prochain roman, alors on va en parler un petit peu, les Chants de Nuing, t'as travaillé avec des aspects des experts en exobiologie. Tu citais, je crois, Frank Celsis. Oui. Qui est lui qui est plutôt astrophysicien. Donc tu travailles avec des experts et tu te documentes et t'échanges avec eux pour t'aider dans l'aspect scientifique, en fait, c'est ça, de l'histoire. N'étant pas scientifique moi-même, j'essaye quand même de me documenter un peu et oui, je pose des questions, je demande en fait. J'essaie d'éviter de raconter trop d'âneries. Donc j'aime bien et je trouve ça inspirant aussi. En fait, ça stimule pas mal mon imagination, donc j'aime bien. Après, c'est super. Enfin, c'est super enrichissant, je trouve, de voir. Tu vois, toi, t'as une démarche. On parlait de poésie au début. Voilà, t'as une démarche un peu poétique, et tu disais ce que tu rendais à ça un peu. Tu traduisais ça avec des mots de merveilleux en fait, mais tu t'appuies sur des échanges scientifiques, donc je trouve la démarche assez riche, quoi. Et amusante. Enfin, elle m'amuse moi en tout cas. Oui, non, mais franchement c'est super intéressant. Comment tu disais, ah oui, alors ce roman va sortir en septembre 2022, donc ça c'est un peu la suite. Le précédent, Quitter les monts d'automne, tu as eu un prix, je crois, le prix Rosny Aîné. Comment, c'est en fait c'est une histoire formidable en fait. Parce que tu vois, tu as publié chez Albin Michel Imaginaire, tu as
Ça te lance. Comment ça joue sur ta confiance en toi? Est-ce que ça t'impressionne plus pour le prochain roman? Ou est-ce que tu te dis, bon, voilà, les gens ont aimé, je pense que ça va bien se passer, le troisième va être bien aussi. Comment tu le ressens, en fait? Comment tu gères ces émotions? C'est assez nouveau pour moi. J'ai été très très heureuse effectivement de la réception de Quitter les monts d'automne. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça suscite autant de, je dirais pas d'engouement parce qu'il y a eu aussi pas mal de critiques, mais en tout cas de curiosité. Vraiment c'était, je dis merci aux lecteurs, aux lectrices, aux blogueurs, blogueuses, etc. Et merci quoi. Et à mon éditeur qui m'a bien accompagnée. Bon ça c'était chouette, mais après, je me suis dit, oh, mon Dieu, il va falloir écrire le suivant. Et là, grosse angoisse en fait. Je me suis dit, mais oui, j'avais peur en fait. Donc ça m'a pas mal bloqué. Et puis, il y a eu des événements en fait dans la vie qui ont fait que de toute façon, tout naturellement, ça m'a orientée vers des thématiques qu'il fallait que j'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc je l'ai écrit vraiment avec mes tripes en fait, le roman qui va sortir en septembre. Ça a été une plongée assez vertigineuse en fait. Et j'en suis ressortie. Je me suis pas noyée, mais presque. J'en suis ressortie un peu essoufflée. Mais bon, et puis après je l'ai envoyé à mon éditeur et je lui ai dit écoute, voilà. Et bon, j'ai eu de la chance aussi puisqu'il a été accepté, mais c'était pas gagné. Donc ça s'appelle Les Chants de Nuing et c'est alors j'ai vu. Ça parle d'espace aussi. Il y a du voyage spatial, je crois. Mais la couverture, en tout cas les maquettes de Manchou m'intriguent beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est des plongeurs sous-marins sur les maquettes que tu as publiées sur ton site. Donc il y a du space opéra et du sous-marin aussi. Eh ben, je peux pas tellement trop en dire pour le moment. D'accord. Mais oui, c'est une illustration. C'est un roman qui brasse pas mal de thématiques. Donc, il fallait choisir un angle en fait pour l'illustration. Et on va dire qu'il exprime l'ADN du livre, mais d'une manière pas littérale, on va dire. Okay. C'est une scène qui pourrait être dans le livre ou qui est dans le livre, mais et à la fois qui ne l'est pas. Comment dire? Il est. Ouais. Non mais je vois. En fait, j'ai réagi parce que tu disais, tu as dit. Voilà, que tu as abordé un sujet que tu devais traiter et tu as dit je me suis pas noyé dedans mais presque et voilà, et j'avais cette image du plongeur en fait qui descendait que j'avais vu sur ton site, donc voilà, je faisais le rapprochement en fait entre les deux et la manière dont tu t'es exprimé dessus. Tu es comment dire, tu as un travail, comment tu as une vie de famille, comment t'arrives à écrire? Comment tu t'organises pour ça? Parce que t'as enchaîné pas mal, là. Enfin, tu vois, 2018, alors certes, tu l'avais écrit avant, voilà, ça t'avait mis du temps, mais après 2020, 2022, voilà, il y a beaucoup de travail quand même derrière tout ça. Donc, comment ça se passe? Tes enfants te laissent tranquille? Je les enferme dans la chambre avec la PS4, je ferme la porte avec Non, je plaisante. Bon, maintenant ils sont un peu plus grands, donc effectivement c'est un peu plus facile de me réserver du temps pour moi, pour écrire. Quand ils étaient plus jeunes, c'était un peu chaud quand même. Ouais. Donc je me levais tôt le matin et j'écrivais le matin, avant que tout le monde se lève. Et d'ailleurs, j'aime toujours écrire le matin, comme tout le monde est lève tard dans ma famille, sauf moi. Donc je me lève avant tout le monde. Et c'est le calme. Donc oui, il a fallu s'organiser, segmenter, vraiment réserver du temps pour écrire. Mais c'est vrai que c'était souvent que quelques heures, voire 1 heure, voire pas du tout par jour. Si je devais partir travailler, j'avais pas tellement le temps d'écrire. Et le soir, on est complètement lessivé, donc il n'y a pas moyen. Ça s'est fait comme ça en fait, en mélangeant des temps dans les interstices en fait.
Et dans ces interstices, est-ce que tu réécris beaucoup les textes que tu as écrits le premier jet, ou je réécris, c'est déjà bon? Je réécris toujours. C'est jamais bon du premier coup. C'est super insatisfaisant même du premier coup. Déjà le premier jet, je trouve que c'est la phase la plus dure en fait, pour moi en tout cas. C'est vraiment, il y a des moments où j'ai du mal à aligner 3 phrases, et il y a des moments où ça coule de source. C'est comme une sorte de logorée. Je suis un peu en transe et ça, voilà, je peux écrire 3, 4, 5 pages. Très facilement, mais ça, c'est pas tout le temps comme ça. Et de toute façon, c'est jamais satisfaisant, donc je reprends toujours. Mais en reprenant, j'étoffe, j'élague, etc. Donc c'est aussi un travail d'écriture et écriture qui est créative aussi. Et je peux tout à fait, j'ai aucun scrupule à couper en fait dans la chair même du texte, à jeter des pans entiers en fait d'une histoire. Et à réécrire dessus, ça me gêne pas du tout. Donc je réécris beaucoup. Ouais, il faut réussir à faire, ce passage mental en se disant, bon, ça fait partie du processus de construction, et c'est comme une ébauche, et voilà, les échafaudages disparaissent, on jette ce qui a servi à monter le... Il y a même des idées qui arrivent en fait, au fur et à mesure des écritures et des réécritures, des idées qui viennent enrichir en fait l'idée initiale, et que j'intègre, et que donc il faut donc modifier l'intrigue en conséquence, voire remodeler certains personnages. Donc ça bouge tout le temps. Et après, je sais, avec un petit peu de recul, je sais que c'est ma manière de fonctionner, donc j'ai un peu moins peur. Je me fais un peu plus confiance en fait sur cette phase de travail. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Mais je crois qu'on a fait le tour de ton parcours. Je pense qu'il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. J'avais encore plein de questions, donc je pense qu'on refera une séance un jour, peut-être après le prochain roman. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors je sais que tu as des projets. Tu cites dans beaucoup d'interviews un projet qui sortira peut-être un jour. Voilà, est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour la suite, à part un grand succès pour Les Chants du Nuit, mais d'avoir toujours envie d'écrire en fait, le désir d'écrire. Je crois que c'est le plus important. Avoir gardé ce plaisir et pas tomber. Je sais que c'est Florian Soulas qui avait dit dans son podcast, tu as dû entendre à la fin, disait qu'il faut pas tomber dans l'injonction à écrire, à avoir une j'ai vu que effectivement je pense qu'elle a dû, je sais pas comment c'est aujourd'hui, peut-être que ça a évolué, mais ça a dû la faire souffrir en fait. Après, c'est vrai que quand on vide sa plume, je pense que le rapport à l'écriture est différent. On est obligé de produire. C'est pas mon cas. J'ai un autre métier à côté. Je travaille à mi-temps en fait, mais voilà, il y a la famille, le travail, et puis l'écriture qui est en train de devenir un deuxième métier, mais c'est un apport secondaire en fait en termes financiers, vraiment mineur. Mais ça me donne une certaine liberté en fait. Du coup, je suis libre d'écrire sur ce qui m'inspire, ce que je veux. Et puis après tout, je peux très bien écrire à mon rythme, et j'écris assez lentement. Et c'est pas grave en fait. Je crois que c'est important de s'écouter aussi. Et puis il y a des périodes de la vie où on n'est plus disponible. On peut jeter toutes ses forces dans un projet d'écriture, et d'autres où il y a d'autres, il y a d'autres projets qui nécessitent qu'on s'y consacre un petit peu aussi. Donc selon les moments de la vie. On écrit plus ou moins. En tout cas, l'essentiel, c'est de garder le désir et de pas se retrouver complètement asséché par ces injonctions diverses et variées. Enfin, moi, je subis pas trop d'injonctions. J'ai de la chance. Non, mais voilà. On peut se les mettre soi-même, les injonctions. Genre, il faut que t'écrives ton prochain roman. Et tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Est-ce qu'ils lisent tes livres? Comment ils voient ça? Comment ils voient ton travail d'autrice? Alors, est-ce qu'ils n'ont pas d'entendre parler, au contraire? Ma fille aînée m'a toujours soutenue. Elle a lu Quitter les monts d'automne, qu'elle a énormément aimé. Elle a pas lu le suivant parce que voilà, les circonstances de la vie ont fait qu'elle était sur d'autres. Elle avait d'autres. Bref. Mes ados, par contre, non mais c'est nul, maman.
Et par contre, j'ai une fille qui, ce que maman écrit, c'est complètement nul. C'est super naze. Mais en revanche, elle regarde les bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Et puis l'autre jour, elle a repéré un Eddie Okorafor. Qui a peur de la mort. Ça faisait un moment qu'elle le regardait comme ça. Et puis finalement, elle l'a lu. Elle a que 13 ans. Hein. Elle a lu Qui a peur de la mort. Elle a adoré. Donc je me dis, bon, il y a de l'espoir. Pas qu'elle me lise, mais enfin, qu'elle aime l'imaginaire. Ok, bon, écoute, c'est bien de pouvoir aussi un peu partager, quand même pas, si c'est pas tes histoires, de partager les histoires que tu as aimées. Merci beaucoup, merci beaucoup de ton temps, Émilie. C'était passionnant, et puis c'était bien de voir un peu l'envers du décor, comment tu écris tes histoires. Donc voilà, merci encore, et puis au plaisir de se refaire ça, soit sur une thématique, soit pour la sortie de ton prochain roman après. Avec plaisir, Michael, et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.